Les populations de Sabali-Bougou en commune 5 du district de Bamako peuvent encore davantage dormir sur leur laurier. La sécurité vient d'être renforcée. Elles ont désormais leur commissariat de police. La cérémonie d'inauguration de l'infrastructure sécuritaire dans ce journal avec Aridou Matina. La faculté des droits privés s'adapte aux besoins du marché de l'emploi. On y enseigne dorénavant plusieurs matières en droit et numérique avec comme finalité un master droit du numérique. La formation débute en février prochain et 70 étudiants ont déjà été sélectionnés. Adam Maïga et Tchédje Kamara nous donneront plus d'explications tout à l'heure. Le gouvernement prépare déjà le mois de Ramadan. Le ministre du Commerce, Moussa Alassane Diallo, est à Ségou. Il a pu constater la disponibilité du produit roi durant ce mois d'abstinence. Il s'agit du sucre. Et pour le moment, notre pays en régorge et peut répondre aux besoins des consommateurs. Depuis Ségou, nous aurons la correspondance de Honoré Tchénou. Je vous amènerai à la rencontre de l'humoriste qui a le plus dominé la toile en 2024. Ne cherchez pas loin, c'est Modi Koulibaly, alias Bamodi le mythomane. C'est sûr que vous l'avez vu au moins une fois sur les réseaux sociaux. Bamodi le mythomane, c'est bien lui qui évolue dans le grade des showman aux côtés du célèbre Koman Diabaté, une de nos équipes de reportage. Dirigée par Cheikh Oumar Sangaré, Mariam Koulibaly est allée à leur rencontre. Pur instant de bonheur et de rire à suivre ensemble. Avec beaucoup de sourires que je vous dis bonsoir, soyez les bienvenus dans votre grande édition. Audience à la primature, une délégation de l'association des régions du Mali et du Burkina Faso reçue par le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, et elle est venue échanger sur la création très prochaine de l'Union des collectivités territoriales de l'AES, une union qui aura pour mission fondamentale de mutualiser les efforts de développement au bénéfice des populations de l'espace AES. Écoutons respectivement Abdoulaye Garba Maïga du Mali et Abdoulaye Bassinga du Burkina Faso. Ils sont au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. On est venu demander au Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, de nous autoriser à créer l'union des collectivités territoriales de l'AES. C'était ça l'objet de notre visite. Il est déterminé à nous accompagner. Il nous a dit clairement qu'à partir du moment où la confédération de l'AES a été mise en place, le tout doit être mutualisé et que le développement est confié aux collectivités territoriales. Nous devons mutualiser nos efforts au bénéfice des populations. Il s'agit d'abord de réunir tous les faîtières des collectivités du Mali, du Burkina et du Niger et ensuite mettre des synergies d'action en place pour des actions très bien ciblées, d'abord dans les espaces et ensuite dans l'interland pour des projets structurants un peu partout. Les collectivités étant des démembrements de l'État, il était tout à fait normal que cette union des collectivités territoriales aux deux niveaux, au niveau donc de la région, vous savez qu'il y a l'association des régions donc, du Burkina et l'association des régions donc, du Mali, puissent déjà réfléchir sur l'impérieuse nécessité de mettre en place cette union des collectivités territoriales à tous les niveaux dans l'espace en vue d'accompagner les politiques édictées par les plus hautes autorités conformément aux exigences bien sûr de la Confédération de l'espace. Il nous a donné des conseils avisés et nous pensons que très prochainement, avec les concertations que chacun va avoir au niveau de son pays, nous allons nous retrouver pour mutualiser bien sûr nos efforts. Un mot de ce séminaire de formation de haut niveau sur le partenariat public-privé. Objectif, approfondir les connaissances des participants sur l'identification et l'évaluation préalable des projets susceptibles d'être développés en mode partenariat public-privé. La formation s'adresse au cadre des cabinets du Premier ministre de la Défense, du secrétariat général du gouvernement, du service de gestion de la cité administrative et la direction administrative et financière de la primature. Retrouvons Mamari Koné à Loutouri. Activité majeure de la primature, ce séminaire de haut niveau concerne la formation du personnel de la haute administration dans un domaine clé qu'est le partenariat public-privé. Un partenariat public-privé qui offre de nos jours à notre pays d'énormes potentialités en matière de développement économique et social. Les partenariats publics-privés peuvent constituer des moyens efficaces de mener à bien les projets d'infrastructure,
d'assurer des missions de service public et plus largement d'innover. Les PPP peuvent également constituer des instruments pour le développement structurel à long terme d'infrastructures et de services, du fait qu'ils peuvent bénéficier à la fois des avantages du secteur public et ceux du secteur privé. Pour cette session de 5 jours, les participants sont cadres du cabinet du Premier ministre, du cabinet de défense, du service de gestion de la cité administrative, du secrétariat général du gouvernement et de la direction administrative et financière de la primature. La session vise à renforcer les compétences de ces cadres au processus du partenariat public-privé. Le présent séminaire vise de façon générale à renforcer les compétences des cadres au processus du partenariat public et de façon spécifique, il se donne pour objectif de prendre connaissance des notions de définition d'un partenariat public-privé suivant la législation malienne et des avantages du partenariat public-privé. Les experts de l'unité de partenariat public-privé entretiendront les participants sur des thèmes comme qu'est-ce qu'un partenariat public-privé et pourquoi recourir au partenariat public-privé, les aspects financiers des projets de partenariat public-privé ainsi que les impacts financiers pour l'État et des clauses de résiliation des contrats de partenariat public-privé. C'est pourquoi le directeur des cabinets du Premier ministre a exhorté les participants à suivre avec assiduité les différentes communications. Dormez désormais tranquillement. La police veille aux graines. Comme toujours, je parle particulièrement aux populations de Sabali-Bougou en commune 5 du district de Bamako. Le dispositif sécuritaire vient d'être renforcées, elles ont désormais leur commissariat de police, une réalisation qui s'inscrit dans le cadre de la vision des autorités du pays à renforcer le maillage sécuritaire du territoire, gage de développement. La cérémonie d'inauguration de l'infrastructure sécuritaire, c'est avec Aridjou Matina. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile poursuit le renforcement de son dispositif de sécurisation du citoyen. Un engagement manifeste des plus hautes autorités envers la sécurité et le bien-être des populations concrétisé en ces jours par l'inauguration du commissariat de police de Sabali-Bougou en commune 5 du district de Bamako. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, vous venez de marquer un tournoi dans la protection de nos concitoyens. Ainsi, voudrais-je solliciter auprès de votre haute bienveillance la création d'un commissariat de police dans le quartier de Garanti-Bougou afin de répondre aux besoins sécuritaires de notre commune. La réalisation de ce commissariat de police par l'État s'inscrit dans la dynamique enclenchée afin de mettre les forces de défense et de sécurité dans les meilleures conditions de travail pour protéger les citoyens. Bâti sur une superficie de près de 2200 mètres carrés, doté de toutes les commodités, ce joyau architectural intégralement financé par le budget national constitue une réponse de notre département, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, aux demandes pressantes de la population. La construction de cet autre commissariat de police conforte davantage la vision du département en charge de la sécurité. La construction de ce nouveau commissariat procède de cette volonté maintes fois réitérée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, d'assurer les meilleures conditions de vie et de travail à nos forces et de renforcer le maillage sécuritaire du territoire national dans le dessein de couper toute retraite aux terroristes, aux bandits, aux criminels et aux hors-la-loi de tout acabit. Chaque fois que nous construisons un commissariat de police, nous établissons un pont entre les forces de sécurité et nos concitoyens dont elles assurent la sécurité. Nous voulons d'une police qui rassure les honnêtes gens, qui les protège et qui leur permette de vaquer à leurs occupations quotidiennes en toute quiétude. Le commissaire Samba Diarra et ses hommes qui vont travailler dans ce commissariat sollicitent l'accompagnement de la population tout en promettant de s'investir de tous les instants dans la lutte contre la délinquance et la criminalité sous toutes ses formes. La mission ECAP Sahel a 10 ans de présence au Mali. La mission civile de l'Union européenne intervient dans notre pays dans plusieurs domaines, notamment la formation des forces de sécurité. Retrouvons Aridjou Matina pour nous faire le point de la cérémonie d'anniversaire.
Mission civile de l'Union européenne, ECAP Sahel lancée au Mali le 15 janvier 2015 à 10 ans. L'anniversaire de ces 10 années de la mission qui œuvre à soutenir le renforcement des capacités, le développement institutionnel et les réformes dans les secteurs de la sécurité et de la justice au Mali est une occasion idéale de mesurer le chemin parcouru tout en fixant de nouveaux objectifs. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement nos partenaires maliens pour notre collaboration au quotidien. C'est cette collaboration constante qui nous permet d'atteindre des objectifs partagés entre le Mali et l'Union européenne avec des résultats concrets au bénéfice de la population malienne. Durant ces 10 dernières années, l'Union européenne a investi autour de 305 millions d'euros, soit plus de 200 milliards de francs CFA, pour financer la mission et ses activités. La mission continuera à soutenir le processus visant à améliorer l'accès à la justice et lutter contre l'impunité. Malgré la complexité du contexte géopolitique et sécuritaire, la mission a continué à fournir des conseils stratégiques et bien d'autres activités. Je suis particulièrement satisfait que notre partenariat inclut aussi des projets très concrets dans plusieurs régions du pays. Tous ces projets étaient mis en œuvre par un grand nombre des collègues et partenaires européens et maliens très engagés. La justice, maillon essentiel de l'équilibre social, n'a pas été épargné par ces épreuves. Pour participer à son relèvement, dès le départ, il y a 10 ans, sans discontinuer, ECAP Sahel a été d'un secours inestimable par son accompagnement de qualité. 10 ans de partenariat avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, avec tant de résultats engrangés, méritent d'être commémorés dans l'allégresse. La mission ECAP Sahel Mali travaille et coordonne ses activités avec l'équipe Europe et bien d'autres partenaires locaux et internationaux pour assurer une approche harmonieuse et cohérente. Lors de ce 10e anniversaire, des médailles et des certificats ont été décernés à certains agents ayant fait consécutivement les 10 années à ECAP Sahel Mali. Lier la théorie à la pratique à travers les stratégies de planification et de coordination des opérations au niveau du théâtre-centre de l'opération Maliko, ça se tient dans la 6e région militaire des Sévaré avec les auditeurs de l'école de guerre du Mali. Un renforcement de capacité opérationnelle, nous précise Omar Maïga, Suleiman Tebsouké avec le concours de la DIRPA. Ils sont 25 auditeurs dont un personnel féminin de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali a effectué un séjour de 48 heures dans la région militaire numéro 6 de Sévaré. Je vous avoue qu'on s'est retrouvé pendant les 48 heures en face des personnes expérimentées qui ont l'expérience terrain nécessaire pour édifier nos auditeurs de la 4e promotion. Du PCIAT centre en passant par le gouvernorat et la zone de défense numéro 6 de Sévaré, les auditeurs de l'école de guerre ont renforcé leurs capacités à travers des exposés axés sur la situation sécuritaire au centre du Mali, l'adaptation de l'outil de défense aux nouvelles formes de menaces, le fonctionnement, l'articulation et la conduite des opérations dans le secteur 4 de l'opération Maliko. Ça a été une occasion pour nous de confronter tout ce qu'on avait eu à apprendre dans la planification au niveau stratégico-théorique aux réalités du terrain auxquelles font face les PCIAT au niveau opératif et le secteur au niveau tactique. C'est des connaissances qui prennent en compte vraiment l'évolution de la menace au niveau de notre espace et nous sommes plus que jamais convaincus de la nécessité et de l'apport que ça aura donc dans nos futures fonctions et au profit donc de nos populations respectives. Cette visite découverte de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali crée ainsi une passerelle pratique entre la planification stratégique effectuée en première période et la deuxième qui se tiendra en février prochain. Dans ce qui va suivre, vous ne vous trompez pas, ce n'est pas encore le Ramadan, mais faisons comme si c'était le cas, car le gouvernement le prépare déjà. Le ministre du Commerce, Moussa Alassane Diallo, est à Ségou. Il a pu constater la disponibilité du produit roi durant ce mois d'abstinence. Il s'agit du sucre. Et pour le moment, notre pays en rigorge et peut répondre aux besoins des consommateurs. Depuis Ségou, la correspondance de Honoré Tchenou et Bassi Traoré.
Par cette visite à Nsukala, le ministre de l'Industrie et du Commerce constate de près le stock en sucre au niveau de cette unité industrielle pour satisfaire les besoins du mois de Ramadan. Sur place, Moussa Alassane Diallo a visité les différents magasins de stockage où plus de 16 000 tonnes de sucre attendent le mois de Ramadan. Et nous venons de voir avec beaucoup de bonheur et de satisfaction que les 25 000 tonnes sont aujourd'hui constituées au niveau du Soukala et de Nsukala. Premier axe, premier schéma. Le deuxième schéma, c'est aujourd'hui sur la base des stocks disponibles sur le territoire national et les stocks en cours. Si nous faisons l'analyse rapprochée de l'ensemble, l'évaluation de tous ces stocks-là, nous pouvons dire, Inch'Allah, que le mois de Ramadan 2025 va se passer dans les meilleures conditions possibles en matière d'approvisionnement du marché en sucre. Sur l'ensemble du territoire national, les consommateurs maliens auront accès au sucre à 600 francs le kilo. Cette action de l'État va concerner plusieurs denrées alimentaires pour le bonheur des consommateurs pendant le mois de Ramadan. C'est là en collaboration avec les commerçants. Le gouvernement a accordé déjà des avantages aux opérateurs économiques pour importer un certain nombre de produits. En plus de ces mesures de facilitation, donc nous avons aussi la production locale de sucre qui fait l'objet aussi d'un certain nombre de mécanismes pour réguler le marché. Pour le contrôle de l'action gouvernementale, les membres de la commission finance de l'économie du CNT apprécient la démarche. Cette année, c'est encore meilleur. Nous avons pu asseoir cette mission annuelle pour venir évaluer le stock et voir réellement ce qu'on peut mettre à la disposition de la population. On ne peut que féliciter le gouvernement. Le ministre Diallo, en échangeant avec les agents de Nsukala, a rappelé la lettre de cadrage du président de la transition assignée au gouvernement dans le cadre de la promotion industrielle, mais aussi la priorité du consommateur malien dans les productions nationales. Revenons à Bamako avec ce chiffre, 150 milliards de francs CFA. C'est le montant destiné à acheter le coton auprès des paysans maliens, à l'égrainer dans les usines de la CNDT et à le transporter jusqu'au port d'évacuation. Une nouveauté grâce à ce partenariat gagnant-gagnant entre la compagnie malienne pour le développement des textiles CNDT et la BDM-SA avec les banques associées. Une convention a été signée dans ce sens entre les parties. Abdul Karim Kaba était présent pour le RTM reportage. En paraphant les documents, la compagnie malienne pour le développement des textiles, CMDT, et la Banque de développement du Mali, BDM-SA, avec les banques associées, scellent ainsi la convention de financement de la campagne cotonnière saison 2024-2025. C'est avec joie que les cotonculteurs ont accueilli la nouvelle. Parce que ni kuma meli bi ka kan ni ceri be ka me radio ni telo la ka fo wari soro la ko wari bisara ko wari soro ku ye omulu ni ko senena ni ko wari mnadi feti de ku ke dugo no mais finalement anana yelema atika soro awati la be juru ta fo ka ta wari re valeur ban ika kan fe ke itise ko ke donc be wa mo décourager ko senena mais bi leni so jala de bi ko ni vraiment ko seneno ka kan ta fo yere ka fo ibe kwari chike ibe fefe chike ba warso war bla man simulate là déjà donc balanta là donc ka fuli ke dron alla bembo ni anga autorité ministère kani hakla sur ka nyeshi am vraiment mo befo. Mettre à la disposition des producteurs des fonds à temps, c'est la démarche préconisée par les autorités de la transition, d'où cette signature avec l'unification de la CMDT. Nous voilà à cette cérémonie qui va permettre à la CMDT, en partenariat avec la BDM-SA, de pouvoir financer la campagne cotonnière. Un financement aussi important que remarquable, de hauteur portant à peu près à 150 milliards de francs CFA, et aussi pour pouvoir nous permettre de pouvoir acheter plus de 600 000 tonnes de coton en graines, de l'égrainer, d'approvisionner les entreprises maliennes aussi bien dans le domaine de l'huilerie que de la filature et du tissage, mais aussi d'exporter sur le marché international. En mettant à la disposition de la CMDT la somme de 150 milliards de francs CFA, la BDM-SA et les autres banques concrétisent ainsi leur raison d'être, c'est-à-dire accompagner le développement de l'agriculture, de l'économie et du pays en général. Le crédit de campagne de 150 milliards que nous mobilisons aujourd'hui
témoigne de la confiance mutuelle et de la synergie entre la CMDT et le pool bancaire représenté par la BDMSA. Il illustre également toute notre volonté commune de soutenir une production agricole durable, compétitive et génératrice de valeur pour les différentes parties prenantes. Pour le dit financement, la BDMSA est associée avec 13 autres banques du pays et une banque étrangère. Et pour la campagne 2024-2025, la CMDT table sur une production d'environ 600 000 tonnes de coton-graines. C'est donc main dans la main que la CMDT et la BDMSA comptent révolutionner la culture du coton au Mali. Et nous allons quitter les champs, nous allons aller à la fac. Le master droit du numérique vient de voir le jour à la faculté des droits privés, fruit d'un partenariat entre l'université Kourougan-Fouka de Bamako et l'autorité de protection des données à caractère personnel. 72 étudiants ont été sélectionnés et plusieurs matières en droit et numérique seront enseignées pour répondre aux besoins actuels du marché de l'emploi au niveau national et international. La formation va débuter en février prochain, nous informent Adam Maïga et Tchédje Kamara. 2 nouvelles salles de formation en master droit numérique viennent d'être ouvertes dans l'enceinte de la faculté de droit privé. 70 nouveaux étudiants répartis en 2 groupes vont y étudier les différentes matières de droit et d'informatique. Cela pour répondre aux besoins actuels du marché de l'emploi au niveau national et international. Les cours démarreront en février prochain. Le comité pédagogique a finalement retenu 70 candidats qui seront répartis en 2 cohortes de 35 masterants chacune. D'une part, une formation ouverte au métier du droit et de la technologie de l'information, en leur offrant une formation solide en droit et en informatique. Et d'autre part, une possibilité d'approfondissement théorique avec l'opportunité de poursuivre la formation en doctorat droit de l'informatique. C'est le fruit d'un partenariat entre l'université Kouroukan-Fouga de Bamako UKB et l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP. Ce programme universitaire, premier du genre au Mali et deuxième en Afrique de l'Ouest, représente bien plus qu'une simple avancée académique. Il s'agit donc d'une réponse stratégique aux enjeux et aux opportunités que présente le numérique dans le monde actuel. Le master droit du numérique sera un outil précieux pour la vulgarisation de la législation numérique au Mali en particulier et dans le reste du monde en général. Et par conséquent, de la diminution des infractions liées à la cybercriminalité. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale de digitalisation de l'administration. Dans son engagement ferme pour un Mali souverain, résilient et prospère, le président de la transition a fait du numérique un levier essentiel pour transformer notre économie, moderniser notre administration et renforcer la souveraineté nationale dans un monde interconnecté. Les 4 semestres de formation permettront aux éditeurs de maîtriser les concepts clés de l'environnement numérique et de connaître les régimes spéciaux applicables dans les différentes matières du droit. Le lancement du master droit du numérique a coïncidé avec la célébration des 10 ans de l'APDP. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques à l'ouverture des travaux de l'atelier de sensibilisation sur les réformes politiques institutionnelles, administratives et électorales dans le district de Bamako. Youssouf Diakité pour plus de détails. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans la logique du gouvernement pour la mise en œuvre des orientations du président de la transition visant à réunir les conditions de l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Cette initiative du département en charge des réformes politiques et du soutien au processus électoral, enclenchée depuis un certain moment, vise à faire la promotion des réformes entreprises par les plus hautes autorités à travers la tenue d'ateliers d'information et de sensibilisation sur les réformes réalisées ou en cours de réalisation, à l'intention des acteurs institutionnels et forces vives de la nation malienne.
Il s'agit de partager avec l'ensemble des acteurs les nouvelles réformes engagées par le gouvernement du Mali, réformes administratives et territoriales, politiques et institutionnelles. En se fondant sur les attentes légitimes du peuple exprimées au cours des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien, le chef de l'État a engagé le gouvernement à consolider les acquis et à poursuivre les réformes engagées en accordant une attention particulière à un certain nombre de questions déterminantes pour la réussite de la transition, dont la défense et la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, l'amélioration du système éducatif, le renforcement de notre diplomatie, l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Le présent atelier ouvre une série en vue d'atteindre tous les acteurs par une large diffusion des informations relatives à l'ensemble des réformes engagées. Il s'agit d'atteindre collégialement les objectifs fixés par les autorités de la transition. Le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement célèbre la Journée mondiale des toilettes. L'édition 2024 porte sur le thème « Les toilettes, espace de paix ». Awa Adama Koulibaly et Adama Traoré, compte rendu. Maladie mortelle due à une eau contaminée, pollution ou encore discrimination. Voilà tant de maux dus à une insuffisance d'infrastructures sanitaires, notamment les toilettes. À 5 années de l'horizon 2030, 3,5 milliards de personnes dans le monde vivent encore sans service d'assainissement sécurisé. En ce qui concerne le Mali, à ce jour seulement 45% de la population dispose de toilettes sûres, soit environ 10 125 000 de personnes, et la défécation à l'air libre est pratiquée par 5%, soit environ 1 125 000 de personnes, selon le rapport du Juin Monitoring Programme 2024. Ces conséquences sont de plus en plus fréquentes et visibles dans notre pays. Nous devons posséder des infrastructures d'assainissement, surtout des toilettes familiales adéquates, fonctionnelles et résistantes aux phénomènes météorologiques, afin d'assurer notre dignité, notre sécurité et notre santé. Cette année, à la demande de la direction de la Cité des enfants, la DNA-CPN et l'UNICEF ont entrepris des travaux de réhabilitation des toilettes du bâtiment abritant le Parlement des enfants, la construction des fosses septiques et la réhabilitation des toilettes du centre d'accueil de la Cité des enfants. Dans les mois à venir, 20 000 latrines familiales et 800 latrines dans les écoles seront construites dans les quartiers de Bangoni et Missabougou, un appui du projet de résilience urbaine de Bamako en cette 15e édition de la Journée mondiale des toilettes. 21e session de l'Office de protection des végétaux. Le budget prévisionnel est de plus de 732 millions de francs CFA pour l'année 2025. Batraouri pour plus d'explications. La 21e session ordinaire de l'OPV, Office de protection des végétaux, se tient au sortir d'une campagne agricole calme malgré la persistance de certaines chenilles. L'Office a pu prospecter en 2024 313 850 hectares sur une prévision de 404 990 hectares, ce qui donne un taux de réalisation de 77,50%. Ce n'est pas tout, car les services ont pu traiter 129 300 hectares sur 178 200 hectares investis, soit un taux de réalisation de 72,60%. Pour l'année 2025, le programme va rester le même, avec un grand accent sur le renforcement des dispositifs de surveillance, le renforcement des moyens d'intervention et surtout l'évaluation des capacités phytosanitaires pour voir après 21 ans qu'est-ce que la PV a fait qui est bien et voir les insuffisances. En 2025, le budget sera en baisse par rapport à l'année 2024. Pour 2025, c'est uniquement le budget national qu'on a à disposition. Les partenaires pour cette année ne sont pas encore manifestés. Pour le budget national, 732 millions ont été mis à la disposition de l'Office. Les objectifs de prospection
et des traitements attendus au cours de l'année 2025 sont respectivement estimés à 364 490 hectares et 117 428 hectares pour toute culture et tout nuisible confondu. Pour faire face à ces missions, l'OPV vient de se doter des lots d'équipements phytosanitaires du gouvernement et des partenaires et 125 agents bénéficieront des formations en matière de protection des végétaux. Poursuivons avec la 30e session ordinaire de l'Institut national en sciences de la santé. Environ 10 nouvelles filières sont créées pour renforcer le personnel qualifié. Koumba Sissé, compte rendu. L'Institut national en sciences de la santé compte 28 filières de formation. Cet établissement public à caractère scientifique et technologique se fixe comme objectif de former des personnels qualifiés pour réduire les évacuations sanitaires. Pour cela, sur les 43 innovations prévues en 2024, la direction de l'INFSS a réalisé 58% et 13% sont en cours d'exécution. Pour maintenir ce cap, les membres du conseil d'administration viennent de se réunir à la faveur de la 30e session ordinaire pour dresser le bilan. À cette rentrée académique 2024-2025, vous avez eu des candidats admis au concours d'entrée dans toutes les nouvelles filières prévues dans les innovations de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Il s'agit entre autres de la pédiatrie, de la médecine d'urgence, de la cardiologie. La création des nouvelles filières permet de prendre en compte toutes les branches de la médecine, répondant ainsi aux besoins de la population. Comme le dit David Sosborne, celui qui n'encourage pas l'excellence récolte la médiocrité. C'est pourquoi nous avons commencé la première initiative, la première innovation, c'était de l'introduire, l'évaluation de la performance individuelle et collective. Ensuite, nous avons ouvert 10 nouvelles filières. On a aussi ouvert 3 nouvelles annexes. On a créé le laboratoire de recherche. Améliorer les conditions de travail des agents et d'apprentissage des étudiants, voilà entre autres priorités de l'Institut national en sciences de la santé. Le programme Tunkarake vient de lancer au profit des cercles bénéficiaires du concept Point Diaspora, sa plateforme Web TV. Il s'agit à travers cette initiative de mettre en lumière les actions de développement dans les 52 communes cibles du programme, dans les cercles de Kolokani, Djema, Nyoro du Sahel, Yelimane et Oussoubi-Diania. Boubacar Babli-Touré nous en parle. Une autre étape importante de franchie dans le cadre du concept Point Diaspora du programme Tunkaranke, celle du lancement de sa plateforme Web TV à travers cette rencontre avec les animateurs des zones cibles du projet. Elle va couvrir les communes des cercles de Kolokani, Djema, Nyoro du Sahel, Yelemani et Oussoubi-Diania, des localités considérées comme des zones à forte migration. La dite plateforme aura comme mission non seulement de mettre en lumière les actions du concept Point Diaspora, mais aussi toutes les initiatives allant dans le sens du développement des communautés à la base. Le programme Tunkaranke est en train d'amorcer maintenant sa phase d'exécution sur le terrain. Et pour cela, il faut impérativement un cadre de communication. Donc c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de réunir l'ensemble des animateurs radio donc dans ces communes-là autour d'une plateforme par cercle donc, qui va maintenant parler des réalisations que le programme Tunkaranke maintenant est en train donc, de faire dans leur localité. Donc la rencontre d'aujourd'hui est le lancement donc, de 5 plateformes Web TV maintenant, qui sera animée donc, par ces animateurs radio donc, dans chaque cercle. Un véritable outil entre les mains de ces hommes de médias qui s'engagent à animer la plateforme à travers des débats, des reportages et des espaces de sensibilisation. Nous allons fournir beaucoup d'efforts à ce que la commune, la région et les villages puissent être vraiment beaucoup informés sur le Web TV et surtout puissent s'intégrer dans le programme Tunkaranke. La cérémonie de lancement a été marquée par l'animation d'un débat test sur l'initiative du concept Point Diaspora et la genèse du programme Tunkaranke en général.
La commune rurale de Tchélé, dans la région de Koulikoro, dispose désormais d'une zone d'activité électrifiée. Il s'agit d'un ensemble de blocs construits pour diverses activités économiques comme la couture, la restauration, la menuiserie métallique et le maraîchage avec un hectare aménagé. Traoré Oumar Traoré du retour de Tchélé nous donne plus de détails sur l'inauguration des réalisations. C'est un nouvel élan qui s'enclenche pour le développement socio-économique des communautés locales à Thielé, commune rurale située à 70 km de Bamako dans la région de Koulikoro. La ZAE, zone d'activité électrifiée, est désormais opérationnelle. C'est un complexe combinant des locaux pour le commerce, la restauration, la menuiserie métallique, la couture ou l'énergie froide. Le tout électrifié à partir d'installations solaires. L'ONG GERES est la donatrice de la ZAE de Thielé qui fait partie d'un ensemble. Nous avons sélectionné selon une méthodologie avec le financement de l'Union européenne. Donc c'est suite à ce processus de sélection que le village de Thielé, qui répondait aux critères d'implantation d'une zone d'activité électrifiée, aux critères de dynamisme des très petites entreprises, et c'est suite à ce processus que la commune de Thielé a été retenue pour bénéficier d'une ZAE. L'autre prouesse de l'initiative de GERES est qu'elle prend en compte le maraîchage dont le volet est confié au partenaire AMED, Association malienne d'éveil et de développement. Nous sommes dans ce périmètre qui a été réalisé dans le cadre de ce projet, un périmètre d'1 hectare qui bénéficie à 50 femmes. Et ce périmètre va permettre d'approvisionner en matière première la ZAE pour la transformation. Toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre de la phase 2 du projet d'accès à l'énergie durable pour toutes et tous. Cette zone d'activité électrifiée est un excellent exemple d'investissement en infrastructure qui permet de cette commune et des villages qui l'entourent de bénéficier de l'énergie dont ils ont évidemment besoin pour mener leurs activités professionnelles. Du chef de village au maire en passant par les jeunes, tous saluent l'initiative et déjà un comité local de suivi est mis en place pour la bonne gestion des infrastructures. Alors, vous l'aurez compris, c'est bien Tchélé. Nouveaux locaux, nouveaux slogans pour la Sonatam qui célèbre ses 60 ans d'existence. Une conférence de presse a servi de cadre pour le lancement des activités commémoratives de cette société nationale qui aura résisté au temps et aux péripéties. La Société nationale des tabacs et allumettes du Mali veut faire peau neuve en investissant dans plusieurs domaines innovants. Les responsables de la société se disent fiers du chemin parcouru tout en augurant de bonnes perspectives. Aloussine Touré a assisté à la conférence de presse, son compte rendu. Créée en 1965, la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali s'était fixée pour ambition de valoriser nos produits agricoles, en particulier le tabac. 60 ans après, que du chemin parcouru. En tout cas, la société a eu le mérite de continuer d'exister malgré les péripéties. À l'heure du bilan, la Sonatam se dévoile au grand public comme un exemple de leadership, d'innovation et d'engagement au service du développement. Le succès de la Sonatam est le fruit d'un engagement collectif. Au fil des décennies, nous avons su tisser des liens solides avec nos partenaires institutionnels et nos autorités de tutelle. Ces acquis autorisent les administrateurs à s'estimer fiers de leur outil de production, un outil qui se réinvente au gré des avancées technologiques et des exigences du marché sans cesse en évolution. Nous avons un programme d'investissement à la fois pour remettre à niveau notre outil industriel, pour aussi sécuriser nos actifs au niveau de nos agences de distribution et dans toutes les directions de l'entreprise, que ce soit au commercial, que ce soit au niveau de l'usine, pour digitaliser nos pratiques. Je peux résumer en 4 points. C'est de l'investissement au niveau de l'outil industriel, de l'investissement au niveau commercial, de l'investissement au niveau de la digitalisation, mais aussi de l'investissement au niveau du personnel. Parce que le plus grand actif de la Sonatam, c'est d'abord notre personnel. Parmi les défis à relever, la valorisation de la production locale de tabac et l'adoption de l'énergie solaire pour parer à la crise énergétique.
Le président de la délégation spéciale du Conseil régional de Kidal et ses membres renvoyés à leur nouvelle fonction par le chef de l'exécutif régional de Kidal, le général de division El Hadj Gamou. Retrouvons le reportage de Sidi El Midi, Ag Albaka et Moussa Togo. À Kidal, la salle de conférence du gouvernorat sous l'égide du chef de l'exécutif régional a accueilli la cérémonie d'installation du président de la délégation spéciale du conseil régional et de ses membres. Après l'ouverture de la séance par le gouverneur de la région, son directeur de cabinet au nom des autorités régionales a rappelé certaines missions du conseil régional. La charge des questions qui sont essentiellement liées au développement du niveau régional, notamment le schéma d'aménagement du territoire régional en cohérence avec le schéma national, les plans et programmes de développement économique, social et culturel, la création et la gestion des équipements collectifs, l'organisation des activités de promotion et de protection sociale, la gestion du domaine d'intérêt régional, l'organisation des interventions dans le domaine économique, l'institution de redevances, l'acceptation et le refus des dons, subventions et legs, les budgets et le compte administratif. C'est devant les forces vives de Kidal que le nouveau président de la délégation spéciale a tenu à remercier les autorités nationales à travers le gouverneur de Kidal pour les choix portés sur sa personne afin d'apporter sa pierre à l'édifice. Nous sommes conscients de la mission qui nous attend. Et Inch'Allah, mon équipe et moi affirmons notre engagement à répondre à la confiance placée en nous pour relever les grands défis liés aux priorités régionales dans les jours et mois à venir. Cette nouvelle équipe, dirigée par un jeune défenseur de la République qui a son pays, le Mali, chevillé au corps, suscite beaucoup d'espoir en 8e région. Commémoration du 14 et 20 janvier 2024 au Sénégal par les Maliens qui y vivent. Une cérémonie organisée par le Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal en collaboration avec l'Alliance Malitanien. Le commentaire est signé Soumaou Haïdara. Malgré la distance qui les sépare de leur pays, les Maliens qui vivent au Sénégal ont montré leur appartenance à leur patrie à travers la célébration du 20 janvier, fête de l'armée, et du 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée. C'est la déclaration du président de la République qui tient lieu et qui consacre aujourd'hui officiellement, en tout cas l'anniversaire de l'armée, le 20 janvier 1960. Le 9 janvier 2022, objectif sanction dont tu as en contrôle pour que le 11 janvier, conseil des ministres Minkera Malikono. Au conseil des ministres, il fallait le 14 janvier. Au 14 janvier, pour la guerre, souveraineté retrouvée. À donner quelques millions de La célébration de ces deux événements phares ont également enregistré la présence des ressortissants burkinabés et nigériens. C'est une première, il y a un chef en fait Sénégal. Au franc, 14 janvier, quand souveraineté retrouvée, la souveraineté à Damako, retrouvée pour le Kobaya. Cette journée a non seulement permis de commémorer les dates historiques, mais aussi de resserrer les liens entre les Maliens de la diaspora. Elle a également mis en lumière l'engagement de l'Alliance Malitanien et du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal pour préserver et promouvoir les valeurs patriotiques. Ici à Bamako, c'est à partir de demain, 25 janvier et jour suivant, que se tiendra à l'espace culturel Blombar la 9e édition du festival Farifoni Wati. L'édition 2025 va se tenir autour des femmes chorégraphes et danseuses venues de divers horizons. Ibrahim Kaoukonate et Barakou Maïga nous en disent plus.
Farifoni Wati est l'un des plus grands rendez-vous des chorégraphes et danseurs émergents d'Afrique et d'ailleurs. Véritable cadre d'expression artistique ainsi qu'un laboratoire de danse contemporaine. Ce festival, dénommé Farifoni Wati, est une initiative de l'association de Seki, en partenariat avec Blomba et l'appui financier de l'Union européenne. Pour nous, Farifoni Wati est également un moment où les danseurs viennent découvrir un processus de création et où également ils viennent s'essayer au métier d'interprète, chorégraphe, danseur pour pouvoir aussi travailler sur leur carrière, sur leur métier de danseur. Cette 9e édition met un accent sur les femmes chorégraphes. Je pense qu'aussi en termes d'innovation, depuis l'année dernière, on a commencé à envoyer progressivement les spectacles dans la cour de l'école. Cette année, on fera les spectacles dans la rue au rond-point qui est juste derrière Blomba. Et donc l'idée pour nous, c'est d'aller vers ces personnes-là, ces populations-là, qui nous ont acceptés, qui nous accueillent, qui à chaque fois sont nos premiers publics, qui viennent voir les pièces et qui se sentent intéressés à chaque fois quand nous sommes là, nous arrivons en début janvier. Nous sommes vraiment fiers de soutenir l'association De Seki, qui organise le festival Farifoni Wati et qui fait un travail remarquable auprès des jeunes, auprès des artistes femmes notamment, pour mettre en avant tout leur potentiel artistique. Depuis de nombreuses années, nous restons aux côtés du peuple malien pour promouvoir la vitalité et la diversité de sa culture, une richesse inestimable qui est un exemple pour le monde entier. Farifoni Wati se déroulera du 25 au 26 janvier à l'espace Blomba, avec au programme plusieurs activités. Voilà, le rendez-vous est pris. On en vient à présent à ce sujet. Selon les constats de notre rédaction, l'humoriste Modi Koulibaly, alias Bamodi, le mythomane, est l'humoriste qui a le plus dominé la toile en 2024. Le natif de Kita, venu à Bamako à partir de Koutiala, évolue dans le grain des Chopman aux côtés du célèbre Koma Diabaté. Bamodi, c'est tout un style et un calme olympien avec un penchant pour les contes-vérités. Le mythomane et les Chopman ont reçu une de nos équipes de reportage dirigée par Cheikh Oumar Sangaré et Mariam Koulibaly. Suivons ensemble. À tout point de vue, Bamodi le mythomane a les secrets du rire car il est né artiste. Il a abandonné l'école au niveau de la 3e année comptabilité suite au décès de son père. Arrivé à Bamako, Petit Gimba m'a amené au palais de la culture où j'ai rencontré Koma Diabaté. Ce jour-là, Après un test de 30 minutes, il m'a accepté dans son groupe. Un talent naturel soutenu par un style tentant, forgé à l'école de Koma Diabaté alias Demba, un célèbre opérateur dans le domaine. J'ai beaucoup appris aux côtés de Koma que je remercie beaucoup. C'est l'un des rares comédiens maliens, je dirais même africains, qui peut faire rire les gens sans préparation. L'humoriste évolue avec ses camarades autour de Koma Diabaté au sein du grain Chopman. Dans les différents numéros, son grand compagnon, à la fois complice et adversaire, est Petit Koma. Bamodi est un grand frère avec qui je travaille depuis plus d'une décennie. C'est un bon collaborateur et nous voulons travailler pour nous émanciper. Dans la famille aussi appelée mythomane, on retrouve également Amadou Maïga dit Lebe et Idrissa Maïga alias Maïga.
Bamodi est une bonne personne qui souhaite du bon pour ses collaborateurs. Cela est important dans la collaboration. Naturel et simple sont les mots qui caractérisent les accoutrements de nos humoristes. Nos styles vestimentaires proviennent du hasard. Dieu seul sait comment on s'habille parfois. L'adaptation est savante. La finition est le reflet d'une plaisante complicité entre Bamodi, les mythomanes et les membres du Grain Chopman. Deux audiences dans l'agenda du Premier ministre du Faso. Retrouvons Bienvenue Taoussa. Exécutif burkinabé, le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso fait le point des projets pilotés dans le pays. Le partenariat entre le Burkina Faso et la Banque mondiale repose sur une trentaine de projets couvrant 13 secteurs clés. En termes de performance du portefeuille, le Burkina Faso est un des pays les plus performants que nous avons. Nous avons aujourd'hui un taux de décaissement sur l'ensemble du portefeuille qui est à peu près de 3 milliards de dollars. Nous avons un taux de décaissement annuel qui avoisine les 30%. Je dois dire que c'est une performance à saluer, qui est le résultat aussi de l'engagement des autorités et de l'ensemble des responsables sectoriels pour faire en sorte que ces projets qui sont financés soient des projets à la fois structurants mais avec un impact très fort sur les populations. La sécurité, la priorité du gouvernement et la souveraineté son combat. C'est ce que le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo rappelle au chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, venu affirmer la disposition de son organisation à travailler avec le Faso. On va continuer de travailler ici pour le profit du peuple burkinabé. On a eu une très bonne discussion, très ouverte, très franche. L'ambassadeur Daniel Aristide Gasteloumendi dit avoir suivi avec intérêt la déclaration de politique générale du Premier ministre le 27 décembre dernier et se dit engagé à travailler dans le sens de la voie désormais tracée vers la souveraineté totale du Burkina. Un mot des décisions prises par la CEDEAO à l'encontre des pays de l'AES suite à certains événements survenus. Bienvenue Taoussa nous fait un rappel. Suivons ensemble. Le 30 juillet 2023, alors que la pression internationale était déjà très élevée, Abuja, la capitale du Nigeria, abritait des sommets extraordinaires de la CEDEAO et de l'UEMOA pour statuer sur le cas du Niger, l'unique point du jour. Avec la chute du président Mohamed Bazoum, la CEDEAO clame un retour complet à l'ordre constitutionnel et un recours à l'usage de la force est envisagé, parlant d'une intervention militaire. Là, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'enfonce dans une crise diplomatique non seulement avec le Niger, mais aussi avec le Mali et le Burkina Faso, outrés par ce qu'ils qualifient d'acharnement. Dans une déclaration conjointe le 31 juillet, ils mettent en garde contre toute intervention militaire contre le Niger, au risque d'entrer en guerre contre quiconque s'attaque au Niger avec à sa tête le général Abdraman Tchani. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali dénoncent la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. L'ultimatum fixé par la CEDEAO ne sera pas respecté et les trois pays Niger, Mali et Burkina Faso forment de nos jours la Confédération des États du Sahel, AES. Sur un tout autre plan, réduction des prix des produits de première nécessité au Niger, le ministre en charge du commerce nigérien échange avec les opérateurs économiques. Jamila Amadou et Imran Boubacar Maïga, reportage.
Cette réunion d'échange du ministre en charge du commerce avec les représentants des opérateurs économiques est d'une importance capitale car elle s'inscrit dans le cadre des préparatifs du mois béni de Ramadan. Occasion pour Seydou Asman d'échanger avec les commerçants sur les prix des denrées alimentaires faisant l'objet des spéculations. Bientôt, nous allons amorcer la période du carême. Donc c'est par rapport à cela que nous avons estimé utile d'échanger avec vous afin qu'on puisse voir en toute indépendance, parce que vous savez, je l'ai dit en toute indépendance, parce qu'effectivement vous pouvez le faire, de vous engager effectivement à apporter des facilités aux consommateurs nigériens. Déjà à cette période, les prix sont raisonnables, mais si les conditions sont prises, en tout cas pour que le maximum de convois des marchandises rentrent sur notre territoire avant la période du carême, nous allons constater aussi que les produits vont forcément baisser. Cette réunion d'échange a permis aux opérateurs économiques de mieux s'engager pour répondre aux sollicitations des autorités du CNSP afin d'accompagner les populations à amorcer cette importante période de jeûne et même après. Nous disons un grand merci à nos téléspectateurs de 100. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée à vous. À demain 20h et je vous souhaite un bon week-end.